Bonjour les amis et bienvenue au potager. En ce samedi 8 ou 9 septembre, j'ai eu envie de mettre les mains dans la terre ce matin. Et voici ce que j'ai récolté. Non, non je déconne. 10 minutes, ça m'a suffi. Et ça c'est peut-être un dixième de ce que j'ai empané. Voilà. Et alors le plus important, ce mois-ci que j'ai découvert, parce qu'au mois d'août on fait les récoltes, enfin on récolte le travail et on comprend pourquoi on s'est cassé le dos pendant des mois. J'ai découvert quelque chose d'exceptionnel. J'ai découvert ceci. J'ai découvert enfin à 32 ans que la partielle autonomie alimentaire non seulement n'est pas un mythe, mais en plus n'est pas si compliqué que ça. Je suis retrouvée à devoir récolter des dizaines de kilos de tomates qui sont juste derrière moi. Alors j'en ai donné aux voisines, j'en ai donné aux beaux-parents, j'en ai donné à tous les gens qui n'avaient pas de tomates. J'en ai mangé je sais pas combien, les tomates j'en peux plus, je sature complet. Et j'ai découvert la conserve. Parce que pour moi la conserve c'était le truc métallique que t'achetais dans les supermarchés, qu'avant tu devais avoir l'ouvre-boîte, que tu galérais, et puis finalement ils ont eu l'idée géniale d'inventer la petite languette comme les canettes de coca, et puis après tout simplement t'achètes ça quand tu pars en vacances avec ton camping-car, et ensuite tu les mets au recyclage, parce que bien sûr la conserve se recycle. Et c'est tout. Parce que je suis le produit du milieu des années 80 d'une petite fille à qui on donnait un peu d'argent de poche et on lui apprenait à dépenser son argent de poche au supermarché en lui disant tu choisis le paquet de bonbons qui te plaît et puis tu vas donner les sous à la caissière et puis elle te donne ton paquet de bonbons. Et moi-même je fais pareil avec mon enfant. Et donc moi j'ai compris qu'il fallait travailler pour avoir de l'argent pour aller au supermarché pour acheter de quoi manger. Donc, du coup j'ai découvert que ma voisine qui a 93 ans, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui a connu ce que c'était la pénurie, a une cave immense avec des centaines de bocaux, qu'elle a toujours fait son potager, qu'elle a toujours fait ses bocaux, et elle m'en a donné des tonnes, parce qu'à 93 ans, elle cultive et elle cuisine de moins en moins. Bon, alors je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi c'est officiel, l'été est terminé. Du moins le petit été indien commence, mais frileusement. Donc il est 9h du mat et il doit faire 12 ou 13 degrés. Par conséquent, il y a certains légumes qui ne donneront plus vraiment, c'est-à-dire les courgettes. Cette année, ça n'a vraiment pas été une année à courgettes, ni pour moi, mais moi je les avais pas trop bien plantées parce que je pensais que c'était facile et qu'il n'y avait pas besoin de les bichonner, et en fait pas du tout. Ça a quand même besoin de beaucoup de compost, d'énergie pour avoir un rendement correct. Du coup j'ai dû manger 2 courgettes à tout casser, mais chez les voisins aussi ça n'a pas marché, donc on va dire que c'était pas une année à courgettes. Par contre, ce qui marche vraiment très bien dans mon potager, si on peut faire un premier bilan de la saison, les tomates, ça a été l'opulence totale, et puis tout ce qui est légumes racines, ça marche pas mal. Je vais vous montrer. Donc les panais, les betteraves, ça marche très très bien. Après, qu'est-ce qui a marché? Les épinards, et je vais sûrement en ressemer là à l'automne. Les haricots verts, ça se passe très bien aussi. Et alors pour tous ceux qui commencent un potager, je vous conseille vraiment d'essayer les haricots verts parce que c'est facile à semer, les graines sont assez grosses et en plus de ça, ça a un rendement assez conséquent. Et c'est vrai que quand on commence un potager, on n'est pas très patient et on a envie d'avoir des résultats importants. Les blettes, ça se passe pas trop mal, ça a l'air de marcher pas trop mal, mais après tout ce qui est légumes feuilles, le problème c'est que ça se fait manger. Ça se fait manger par certaines petites bêtes, et donc comme c'est la feuille que tu consommes, il faut accepter de consommer la feuille avec quelques trous. Après, au niveau des choux, c'est très compliqué. C'est vraiment une plante qui est difficile à cultiver. Donc moi ils poussent, ils sont assez gros et tout, mais ils font pas de fleurs, les brocolis ne font pas de fleurs ni rien. Les melons, j'ai vraiment eu du mal aussi. Donc j'ai eu la chance génialissime au mois d'août, alors que j'étais prête à acheter du foin à quelqu'un sur le Bon Coin. Simplement en allant à la déchetterie, on a trouvé 12 ballots de paille abandonnés à la déchetterie. Le gars, il a balancé 12 ballots de paille à la poubelle. Donc du coup, on s'est pas gêné, on a fait 3 allers-retours en remorque, on a récupéré toute la paille. C'est hyper précieux pour quelqu'un qui fait son potager. Donc s'il vous plaît, ayez un peu de jugeote. La paille, t'en as pas besoin, il n'y a pas de souci, je le comprends, mais revends-la sur le Bon Coin, le balance pas à la déchetterie, s'il te plaît. En même temps, tu as fait mon bonheur ce jour-là, mais voilà, voilà.
Du coup, avec toute cette paille, j'ai un petit peu organisé mon potager. J'ai demandé à mes voisines d'arroser mon potager et un petit peu d'entretenir mon potager pendant que j'étais en vacances. Mais comme c'était le fouillis total, puisque je vous avais dit que j'avais laissé pousser l'herbe avec toutes les petites fleurs, etc. Honnêtement, elles avaient du mal à comprendre où est-ce qu'il fallait arroser et où est-ce qu'il fallait pas arroser. Donc, on a fait du grand nettoyage, on a tondu toute la pelouse et on a paillé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le genre de petit aménagement qu'on a fait. Donc en plus d'avoir paillé le potager au pied des plantes, et bien, tout simplement j'ai fait les bordures des zones de culture parce qu'à l'époque ça n'avait pas poussé, c'était vraiment du semis. Donc j'ai fait les bordures des zones de culture avec de la paille. Au fur et à mesure cette paille je la récupère et je la mets en place. Là ici c'est mes semis de choux chinois. Ils sont très serrés, j'ai pas du tout envie de les repiquer. Donc du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais les laisser pousser très serrés parce que je me dis qu'après tout dans la nature les graines elles tombent comme elles tombent et ça pousse comme ça pousse. Et j'éclaircirai au fur et à mesure de ma consommation, on verra bien ce que ça donne. Là c'est les quelques graines d'épinards qui se sont ressemées toutes seules au milieu des mauvaises herbes. C'est un fastidieux mélange, donc je pense que je vais nettoyer tout ça et je vais ressemer très serré les épinards puisque de toute façon c'est pareil, on éclaircit au fur et à mesure de notre consommation. Arranger de blettes, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais ça va pas trop mal poussé, elles sont plutôt jolies donc voilà. Je ne sais pas quelle petite bête partage mon repas, mais de toute façon je les rincerai bien et puis je les consommerai comme ça et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions. Je suis petit à petit dans un processus de rémission, d'abandon de ma guerre potagère, voilà, vous voyez, comme quoi rien n'est perdu. Juste derrière, les haricots nains qui donnent, c'est trop bien. Franchement, comme je vous disais, hop, si j'écarte un petit peu, vous voyez tous les haricots en devenir. Là, il y en a un, je pense, que je pourrais... Bien ici. Voilà, lui, je pense qu'il a une taille relativement correcte. Alors, je sais pas trop quand est-ce qu'il faudrait les ramasser. Moi, j'ai envie de les ramasser bien gros parce que je me dis qu'il y a plus à manger. Mais il paraît que quand ils sont fins, ils sont plus goûtus. Je consomme du coup énormément d'haricots. Donc, moi, je suis vraiment contente. Et l'année prochaine, j'en sèmerai beaucoup parce que c'est pas difficile du tout. Alors, je vous avais dit le mois dernier que je les arrosais pas trop parce que j'avais un petit peu peur... des champignons et en fait je crois qu'effectivement vous voyez il y a des feuilles là qui noircissent un petit peu et il y a certains haricots qui ont des petites taches un peu verdâtres dessus étant donné que c'est des haricots violets. Je me prends pas la tête, je les rince bien, je les mange quand même, hein, champignons ou pas champignons, ça contribue à la flore bactérienne, je ne sais pas. Ici mon chou kale, je n'y fais absolument rien, je le laisse en solitaire. Il y a un peu moins de bébêtes dessus. J'ai aussi bien paillé à son pied, je l'arrose correctement, même si là vu que les températures ont beaucoup baissé et qu'il a pas mal plu, j'arrose beaucoup moins qu'avant. Et j'attends en fait qu'il fasse beaucoup plus frais pour voir si il se développe davantage avec la fraîcheur qui arrive, voilà, puisque de toute façon ça n'est pas gélif, donc je peux le cultiver tout l'hiver. Et entre mes rangées de haricots, j'avais semé des carottes. Alors mes carottes, elles sont minuscules pour l'instant. Voilà, vous les voyez ici. Et donc du coup, je ne sais pas si je les ai pas semées un peu trop tardivement. J'ai peur qu'il fasse trop froid au moment où elles sont à maturation. Alors c'est pas des carottes nouvelles, hein, c'est des carottes de conservation. Donc normalement ça se ramasse au moins jusqu'à novembre, mais comme je vous dis, chez moi fin octobre il commence déjà à geler, donc je ne sais pas. Ici le champ de panais que je n'ai pas ramassé et qui me reste à ramasser, je prends mon temps petit à petit. De toute façon c'est pareil, ça résiste au gelé si ça a une bonne couverture sur le sol, donc moi ils sont bien paillés, il n'y a pas de souci. Donc l'histoire du panais, je vous avais dit le mois dernier que j'avais découvert en live vidéo qu'il y avait des fourmis dans le panais et les fourmis ça aime bien apporter et entretenir les pucerons. Donc en fait à la base de la racine de mon panais il y avait des petits pucerons.
J'ai vu sur internet et pas mal de personnes m'ont donné le conseil que les fourmis n'aimaient pas le marc de café, donc je leur ai mis tout simplement du marc de café. Le marc de café, ça n'est pas chimique, ça n'est pas un produit phytosanitaire, donc voilà, au pire ça sert d'engrais, il n'y a pas de raison, c'est biodégradable. Donc du coup je leur ai mis du marc de café. Effectivement elles n'aiment pas ça, c'est un peu la panique à bord quand on leur met le marc de café. Je suis pas sûre que ça élimine les pucerons pour autant, et de toute façon même si elles partent d'un plan, elles vont sur celui d'à côté. Donc se débarrasser des fourmis à partir du moment où on les a, c'est très compliqué. Certains m'ont dit qu'il ne fallait pas s'en débarrasser parce que de toute façon les fourmis c'était très utile. Quand vous avez une plante comme ça qui commence à flétrir et qui n'a pas une feuille toute lisse, toute verte comme celle-ci, j'espère qu'on voit la différence, voilà par exemple celle-ci, c'est qu'il y a des fourmis au pied. Donc les fourmis apportent effectivement les pucerons s'attaquent à la racine consommable. J'en ai ramassé un ou deux pour voir ce que ça donnait. J'ai tout simplement coupé la partie où il y avait les pucerons et j'ai consommé le reste sans aucun souci. Si je perds quelques grammes de panais avec le champ qui est devant moi, c'est quand même pas la fin du monde. Dans les panais que j'ai ramassés l'autre jour, que j'ai cuisiné, il y en avait un sur une dizaine à peu près, un parmi le lot. Il y avait un petit verre à l'intérieur, bon mais pareil, j'ai enlevé le cœur du pané qui était attaqué par le petit verre, j'ai consommé ce qui était autour, ça fait 3-4 jours, je suis pas malade, ma fille en a mangé aussi, on n'est pas malade, donc il n'y a pas de raison. Donc j'apprends un petit peu à partager avec la nature. Après c'est sûr que si ils étaient tous véreux, je le prendrais moins bien. Mais là c'était un parmi tous ceux que j'ai, donc honnêtement ça m'a pas énervé, je suis pas fâchée. Mes tomates elles sont encore jolies. Elles ont mûri un peu tout en même temps, ça il faut le dire quand même. Il y en a encore quelques-unes qui peuvent devenir bien rouges et bien jolies. Par contre, je pense que les dernières tout en haut des tiges, elles n'auront pas le temps de vraiment mûrir parce qu'il va commencer à faire vraiment trop froid à mon avis. Du coup, j'ai coupé les têtes ici. J'ai coupé les têtes des tomates parce que je me suis dit que je préférais qu'elle donne son énergie à faire mûrir les tomates qui sont déjà formées et qui sont encore vertes plutôt qu'à continuer à pousser, à grandir. Il a beaucoup plu, du coup on peut voir qu'il y a certaines feuilles qui deviennent un petit peu moins belle. J'ai une tomate que j'ai pas pu consommer parce qu'elle avait le cul noir, donc a priori c'est l'oïdium, du moins c'est un trop plein d'humidité. Bilan des tomates, je pense que la quantité de tomates que j'ai eue tient vraiment beaucoup à la qualité des graines que j'ai utilisées et que j'ai achetées sur Biogerm. Donc je récupère les graines, je les ressèmerai l'année prochaine. J'en commanderai peut-être d'autres variétés. Je ressèmerai des graines de tomates l'année prochaine de chez Biogerm parce que vraiment j'ai un super rendement et puis esthétiquement elles sont vraiment très jolies. Et les œillets d'Inde au pied des tomates, je pense que c'est vraiment très bénéfique. Et voilà, donc la combinaison de tout ça a très bien marché. Bien évidemment, je pratiquerai la rotation des cultures et je déplacerai les tomates à un autre endroit pour l'année prochaine. Ma voisine qui a 93 ans m'a dit quelque chose de très rigolo. Elle m'a dit ton potager, il donne bien, tes tomates sont bien plus belles que les miennes, mais par contre il est très moche. Et moi je lui ai répondu, je m'en fiche que mon potager soit moche du moment qu'il donne et qu'il rend. Et du coup, comme celle qui s'occupait de mon potager pendant que j'étais en vacances, elle m'a dit que c'était vachement bien d'avoir paillé et que l'année prochaine elle ferait pareil, parce que du coup ça limitait les arrosages, etc. Donc même à 93 ans, on apprend toujours des choses quoi, et du coup je suis vachement fière qu'elle ait pu apprendre de moi, petite jeune fille qui fait son potager pour la première fois, certaines choses. Bon bien sûr c'est pas des choses que j'ai inventées moi-même, c'est des choses que j'ai appris grâce à vous, que j'ai appris dans les livres, que j'ai appris dans d'autres vidéos, mais je suis quand même super fière de ça. Le mois dernier j'avais à peine semé mes betteraves, mais écoutez elles ont bien poussé, j'ai éclairci et j'ai replanté à côté, mais voilà, à chaque fois qu'on éclaircit et qu'on replante à côté, très sincèrement ça ne marche pas très bien, donc c'est pas la peine de se prendre la tête, essayez de semer moins serré, éclaircissez et puis basta, c'est pas la peine d'essayer de sauver les bébés que vous retirez du sol parce que après c'est très difficile pour eux de reprendre.
Bah écoutez, mes betteraves elles sont plutôt jolies. Est-ce qu'on va aller voir la taille qu'elles ont au pied? Alors c'est toujours la question de savoir quand est-ce que je dois les ramasser. Donc là c'est trop tôt, hein. Voilà, la taille de mes betteraves au pied, à côté de mon doigt. Elles sont pas encore très grosses, mais ça pousse bien, c'est cool. Et puis la terre est bien humide et ça fait déjà quelques jours que j'ai pas arrosé. Donc voilà, c'est cool. Dans mon foyer, il n'y a que moi qui mange des betteraves, donc je vais faire des conserves, je vais en donner aux voisins, toujours pareil. Parce que mine de rien, là, je sais pas combien j'ai de plants, mais j'en ai une petite quantité. Voilà, donc les betteraves c'est facile, franchement c'est facile à faire. Ici nous avons des semis de fenouil, les semis de fenouil ont bien marché. Enfin, sont en train de bien marcher. Alors j'ai fait ma feignante, j'ai paillé par-dessus les mauvaises herbes. Voilà, il y a toute une partie où j'ai vraiment désherbé et ensuite j'ai paillé. Et puis il y a une partie où j'avais la flemme et j'ai paillé par-dessus. Moi j'ai une grande question à vous poser sur comment est-ce qu'on peut semer donc directement en pleine terre et pas en godet puis repiquage après. Donc semer directement en pleine terre parce que c'est quand même vachement plus facile. Et pailler directement pour que seulement la graine qu'on a semée pousse et pas les mauvaises herbes ou adventices si vous préférez autour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de semer directement dans la paille? Je sais pas parce que la graine elle a quand même besoin de lumière pour sortir de terre. Donc je me pose vraiment la question de comment on peut faire. Parce que là je sème, j'attends que ça lève. Donc j'attends que ce soit la graine que j'ai plantée, par exemple le fenouil, et tout le reste, les adventices, etc., que tout le monde lève. Et ensuite je fais le tri, et une fois que j'ai fait le tri et que j'ai nettoyé, je paille par-dessus pour que les mauvaises herbes ne reviennent plus, et que ce soit uniquement ma plante potagère qui perdure, et qui est donc la tête à la lumière pour continuer à se développer. Quand j'ai la flemme, c'est arrivé notamment sur le fenouil, je ne bine même pas, je ne nettoie même pas, je paille autour de mon fenouil par exemple, en laissant les mauvaises herbes sous la paille. Je ne sais pas si c'est la bonne solution ou pas. Moi j'aimerais la solution miracle où tu mets de la paille, tu sèmes au milieu, tu arroses un peu et tout ce que tu veux qui soit bien pousse et tout ce qui est pas bien ne pousse pas. Mais je suis pas sûre que ça se passe vraiment comme ça. Ici j'ai mon potimarron, donc oui je vous annonce c'est bien un potimarron. Le petit plant qui ne ressemblait à rien et qui finalement du jour au lendemain a ressuscité et a fait un fruit. Là on a une petite coccinelle sur la feuille. Bon alors, ce potimarron, il s'est passé des choses avec lui. Je disais, ce potimarron, comme je n'avais pas préparé d'engrais à mettre à son pied en amont de mon potager, ce que je ferai cet automne pour le printemps et l'hiver prochain et l'automne prochain, je lui mettais directement au pied mes déchets de cuisine en me disant que c'était peut-être un des meilleurs composts étant donné que les petits vers de terre, etc. décomposaient sur place la matière et ça faisait travailler les organismes de la terre en direct. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Au début, moi, notamment pour mes courgettes, ça a très bien fonctionné. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fonction des déchets ménagers que je mettais au pied de mes plantes potagères, ça se passait plus ou moins bien. Notamment le riz. Le riz se décompose mal étant donné que les mouches viennent pondre dedans et il y a tout un tas de vers qui grouillent et tout. Bon, le fait que ce soit dégueulasse, je m'en fiche complètement. Mais c'est vrai qu'il y a certaines décompositions de certains produits qui attirent énormément les fourmis. Et c'est là que je viens de me rendre compte pourquoi j'avais notamment des fourmis dans les panais. Pourquoi là aujourd'hui j'ai des fourmis au pied de mon potiron. Parce que j'ai dû apporter de la matière pas assez décomposée au pied de certaines plantes potagères. Ça a attiré les fourmis et les fourmis ont attiré les pucerons. Il commence à faire frais, donc les coccinelles c'est un petit peu difficile, il y en a beaucoup moins qu'au début du printemps. Là je vous ai montré, il y en a une sur la petite feuille à côté, mais la pauvre elle est bien solitaire. Donc il y avait une feuille pleine d'oïdium, hein, puisque je vous dis il a beaucoup plu, donc il y avait une feuille pleine d'oïdium que j'ai retournée et j'ai vu qu'il y avait une armée de pucerons au dos de cette feuille, donc j'ai tout simplement coupé la feuille et jeté la feuille plus loin pour ne pas que ça se développe, mais il en reste quelques-uns. La petite coccinelle est en train de faire son travail.
C'est vrai que du coup je vais arrêter de mettre directement certains produits en décomposition au pied des plantes parce que ça attire les fourmis, les pucerons et ça peut faire certains dégâts. Mon petit potimarron, bah écoutez, j'espère qu'il aura le temps de mûrir correctement. Normalement oui, c'est vrai qu'il n'est pas du tout en avance, hein. Je vois dans le voisinage les autres potagers, les courges, les fleurs sont déjà fanées, les courges, les potirons sont déjà d'une taille beaucoup plus conséquente et même mûr. Donc lui, il ne l'est pas encore. Pour savoir quand ramasser votre courge, votre potimarron, votre potiron, en fait il faut que le cordon ombilical, j'ai envie de dire, ici, sèche et devienne tout jaune. Et à ce moment-là, quand le cordon ici est vraiment sec, vous pouvez détacher votre fruit et le conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc généralement une cave, c'est pas mal. Au niveau de mes choux et de mes brocolis, écoutez, ils se défendent bien. J'ai arrêté d'essayer de me battre contre les petites punaises parce qu'ils avaient une taille suffisamment imposante pour tenir le cap par eux-mêmes. Par contre, toujours pas de fleurs. Donc c'est vrai que les semis à la base étaient vraiment minuscules. Donc ça a été plus long pour eux de se développer. Mais voilà, j'ai bien cherché, toujours pas de fleurs. Et même le chou-fleur, que lui par contre je n'ai pas semé, j'ai acheté un plant tout prêt, et ben il a toujours pas de fleurs. Ce qui est chou, c'est super dur à cultiver, c'est vraiment pas pour un premier potager ou un jardinier amateur. Je pense que voilà, si vous voulez pas avoir trop de désillusions, faites d'abord votre premier potager avec des choses plus faciles. Et puis au fur et à mesure de la 3e, 4e année, installez peut-être des plantes plus difficiles à gérer, comme notamment le chou ou bien le poireau. Le poireau, c'est très difficile aussi. Ici j'en ai un, écoutez, j'en avais semé des je sais pas combien de centaines de graines et c'est le seul rescapé. Et honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça donnera rien du tout, hein. Donc moi je le bichonne parce que j'ai envie d'avoir l'espoir, mais non, c'est foutu. Et mon melon, j'avais un melon qui était joli, qui était beau, qui était en formation. Je suis revenue de vacances, le melon s'est détaché, le melon est tout pourri. Pourquoi? C'est une grande question. Et un deuxième a pris le relais. Voilà, le problème c'est qu'il a peut-être 2 mois de retard. C'est-à-dire que là, c'est pareil, hein. Avec les températures, à mon avis, il n'arrivera pas à maturité. Donc, à mon avis, ça risque d'être assez compliqué. Je réessayerai peut-être l'année prochaine. En fait, ce que j'aimerais faire l'année prochaine, pour tout ce qui est melon, courge, courgettes, voilà, toutes ces plantes qui ont besoin de vraiment beaucoup d'énergie pour se développer, j'ai envie de semer les graines directement sur le plan de compost. Je vais essayer, ou alors éventuellement faire des carrés potagers, faire une espèce de culture en lasagne, ou du moins pendant tout l'hiver mettre mon compost dans ces carrés potagers et semer justement les courges, potirons, etc. dans ces carrés potagers. J'ai envie d'essayer pour voir si ça peut être que mieux que ce que j'ai fait cette année de toute manière. Je voulais vous montrer également parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je plante rapidement des arbres fruitiers pour avoir le résultat de cette plantation d'ici 4-5 ans. J'en ai semé quelques-uns, notamment ici, c'est un kiwi. Donc lui je le bichonne bien aussi. Alors autant vous dire qu'il était en train de dépérir. Donc là il est plutôt joli, hein. Il a plutôt une bonne tête par rapport à ce qu'il était il y a quelques mois. Il n'y a qu'un plant de kiwi et non pas 2, étant donné que c'est un kiwi qui se féconde tout seul. Il est auto-fertile. Donc voilà, peut-être dans quelques années j'aurai des kiwis. J'ai également un figuier qui était déjà sur le terrain quand on a acheté la maison. Il est contre les garages. Alors à la fois il est bien placé, à la fois il est mal placé. Il est bien placé parce que dans ma région où il gèle, les figuiers c'est très difficile à avoir, et en même temps il est mal placé parce qu'il est vraiment contre les garages et il a des super racines. Et c'est d'ailleurs lui qui nous avait explosé toutes nos canalisations quand on a commencé à rénover la maison. Voilà, et donc il fait des figues. Sauf que la plupart des figues, écoutez, elles sont véreuses. Alors ma voisine en a ramassé. Elle nous a fait des bocaux de figues. C'est sûrement très bon, sauf que moi, psychologiquement, je sais qu'il y en a 1 ou 2 sur 3 qui sont véreuses. Donc j'ai un peu du mal psychologiquement à manger. Enfin, je goûterai ces bocaux parce qu'elle a été super gentille de les faire. Mais bon, voilà, ça profite plus aux oiseaux, malheureusement.
il faudrait quand même que j'en ramasse une ou deux et puis je les ouvre, et celles qui sont véreuses je les mange pas, et celles qui sont pas véreuses je les consomme. Qu'est-ce que je peux faire pour l'année prochaine? Quand et quoi et comment pour que je puisse profiter de mes figues non véreuses et en bonne santé? Dites-moi, ça m'intéresse aussi. Et ici, beaucoup plus au sud de la maison, je vous laisse 30 secondes pour deviner. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très connu. Les gens qui habitent au sud ont plus de chances de connaître. C'est un néflier. J'adore les nèfles, j'adore ce fruit qui est pourtant méconnu. C'est ma maman qui m'a donné ce petit arbre. Alors, il n'est pas grand, hein, il fait peut-être 30 cm de haut. Je peux vous dire qu'il y a quelques mois, c'est pareil. Il n'avait pas du tout cette tête-là, il était beaucoup moins beau. Donc là, il a bien grandi, il s'est bien développé. Le problème, c'est que le néflier, -5, -10, c'est quand même très gélif, et que chez moi, ça dure pas longtemps, mais il peut y avoir des pointes à -15. Donc je l'ai mis bien au sud, à l'abri des vents côté sud de la maison. Mais honnêtement, je sais pas s'il résistera à cet hiver. Je vais peut-être le voiler, on va voir. Parce que vraiment, si je pouvais avoir un beau néflier dans le jardin... ça serait cool, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous connaissez pas les nèfles, je sais pas trop où est-ce que vous pouvez en trouver, parce que dans les magasins il n'y en a pas trop, mais essayez d'en trouver au moins juste une fois pour goûter, parce que ça a vraiment un goût différent de ce qu'on a l'habitude. Pour finir cette petite vidéo, je vais vous parler de quelques livres que j'ai commandés. Donc j'ai 3 livres à vous présenter. Ces 3 livres, je les ai commandés sur Amazon. Très sincèrement, Amazon, c'est pas un site que j'affectionne énormément. Il y a énormément de polémiques par rapport à ce marchand. Mais il faut avouer quand même que c'est bien pratique, parce que quand on est pressé, j'ai reçu mes livres forcément en 24 à 48 heures. Alors le premier livre, c'est un très beau livre, Bocaux et conserves, des éditions Artémis. Et donc ce livre qui coûte une quinzaine d'euros, c'est vraiment un livre de recettes, de très jolies recettes qui sont pas forcément, qui sont plutôt originales, c'est pas très commun. Donc là j'ouvre au hasard, il y a des recettes sucrées, donc on a chutney à la banane, chutney de courgettes au raisin sec, on a donc des conserves de poisson, des conserves de viande, maquereaux vinaigrés aux fenouil par exemple, des conserves de légumes, des conserves de fruits. Comment faire des huiles aromatisées, huile à la lavande, des cèpes au sel, champignons de Paris à la grecque. Il y a de très jolies photos, tout un tas de confitures, confitures de figues, donc des choses assez classiques, et puis des choses beaucoup plus originales, confiture de courge à la vanille. Voilà, c'est un très beau livre. Après, on a tout ce qui est alcool, les vins. Vin de fraise pétillant par exemple, et toutes les liqueurs de noisettes, etc. Voilà, j'ai pas encore essayé les recettes, mais c'est vraiment un très joli livre, ne serait-ce que pour la décoration dans la cuisine, c'est vraiment chouette. Il y a des belles images, il n'est pas très onéreux. Bien sûr, les 2 incontournables, le traité rustica du potager, à mon avis vous l'avez déjà, mais moi j'arrive après la guerre, une 30aine d'euros chacun ces bouquins. Et vraiment hier soir j'ai feuilleté le traité rustica du potager et j'ai trouvé vraiment ça chouette. Donc vous avez tout un tas d'explications sur comment faire votre potager au naturel. On n'utilise pas le mot permaculture, mais vraiment ça retrace à peu près toutes les idées de permaculture sans l'effet mode. Et donc ça nous explique comment étudier notre sol, comment l'amender, comment l'enrichir en fonction de la matière de notre sol. Ça nous explique la rotation des cultures, comment semer, comment repiquer, la culture sur but, l'exposition pour installer notre potager. Et ensuite on a tout un tas de fiches explicatives sur 2 ou 3 pages sur à la fois des plantes aromatiques, comme ici vous avez l'estragon, et puis tout un tas de... Alors les légumineuses aussi, ici nous avons les lentilles, et puis voilà, tout un tas de légumes. Donc là je tombe sur la chayote, donc des légumes pas très communs. Voilà, le fenouil bulbeux ici, et donc ça va vous expliquer donc les caractéristiques de la plante, comment les différentes
façon de cultiver cette plante, les bons mariages, les bonnes associations au potager, la rotation des cultures spécialement sur cette plante-là, comment le fertiliser, comment l'entretenir, quelles sont les maladies, les parasites, comment contrer les maladies et les parasites de façon naturelle, sans produits chimiques. Et ensuite, petites astuces pour les cuisiner. Donc c'est vraiment complet, vous avez tout un calendrier de où le semer, comment le récolter et comment le consommer, adapté à chaque plante. Il n'y a pas toutes les plantes, j'ai pas trouvé tous les légumes, mais vous en avez quand même pas mal. Je trouve vraiment cet ouvrage très complet. Et voilà, pour un débutant, moi je trouve c'est top. Franchement, je suis absolument pas déçue. Je vais vous lire un passage que je trouve vraiment très beau, c'est très poétique. Les insectes et les insecticides. Un jour, les hommes déclarèrent la guerre sans distinction d'espèces ou bien de race à tous les insectes qui sur la terre étaient soi-disant des parasites voraces. Tuez-les tous, la science est infinie. Après on verra bien si cette arme brutale, même si certains la qualifient d'infamie, nous accorde une victoire totale. Les insectes moururent par milliers, seuls quelques-uns en réchappèrent, immunisés et refusant d'être humiliés, en plus grand nombre se multiplièrent. Les hommes alors, dans les laboratoires, inventèrent de nouvelles molécules, plus toxiques, promettant la victoire. En augmentant sensiblement leur pécule, hélas, les insectes sont dans la nature, comme nous, des parasites utiles. Impossible de séparer d'une façon sûre ce qu'on garde de ce que l'on mutile. La nature est une grande démocratie qui refuse les décisions totalitaires, ayant ses lois et ses hiérarchies incontournables mais aussi salutaires. Il en est de même en politique, vouloir détruire ses adversaires les rend souvent plus prolifiques. Dans la nature, tout est nécessaire. C'est un texte de Raymond Godefroy, membre de l'Association des écrivains et des artistes paysans. Ce livre commence comme ceci. Et je trouve le texte très beau, avec des termes très durs. Et vous avez de très jolies images ici également, avec une abeille sur une bourrache. Voilà, gros coup de cœur. Et pour tous ceux qui me suivent depuis le début, vous voyez mon cheminement, vous voyez que j'évolue. Et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous. Peut-être que certains ont commencé à regarder mes vidéos et se sont dit ça sert à rien, elle y connaît rien, c'est pas intéressant. Mais moi je trouve que c'est intéressant de pas seulement prendre quelqu'un à la fin de sa réflexion qui sait tout, qui connaît tout et qui vous apprend des choses, mais d'accompagner quelqu'un dans son cheminement, dans son apprentissage pour apprendre en même temps que lui. Et il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire et qui m'a dit que à son avis les personnes qui me regardaient étaient des personnes qui commençaient à faire leur potager, qui n'étaient pas très instruits, etc. Et qu'au lieu de perdre mon temps à faire des vidéos, il faudrait que j'apprenne. Alors sache que je fais des vidéos, mais j'apprends beaucoup, je me documente beaucoup. Après, je ne prends pas tout, je ne suis pas un mouton, il y a des choses que je prends, il y a des choses que je ne prends pas, parce que ce n'est pas le moment, ou parce que j'estime que ce n'est pas la bonne solution pour moi. Mais voilà, j'espère que vous comprendrez un peu mieux ma démarche. Alors effectivement, elle est originale. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui font ça, mais ma démarche, c'est vraiment de prendre quelqu'un, de prendre une vie, de prendre un travail dans sa globalité, du début à la fin, avec ses doutes, avec ses incompétences, et de découvrir le même apprentissage que je découvre moi chaque jour. Et j'espère que toutes les personnes qui me suivent, je vous remercie d'avoir compris la démarche et de m'encourager. Il y a son petit frère, le traité rustica de la conservation. Il a de moins bons avis sur internet. Je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Donc là, on va avoir vraiment la conservation dans tous ses détails, donc aussi bien de la congélation à la mise en bocaux par stérilisation, bocaux dans l'huile, bocaux par fermentation. On a le fumage aussi, c'est pas seulement les légumes, c'est aussi les viandes. Et ça peut donner de nouvelles idées. Il y a tout un tas de recettes. Allez, on va l'ouvrir au pif. Confiture de kumquat et pamplemousse. Donc voilà, il y a les confitures, les calamars congelés, calamars sous vide. À chaque fois, la fiche des aliments, vous avez le temps de conservation,
comment vous pouvez le conserver, ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il est déconseillé avec ce type d'aliment, la durée de la conservation, là où vous devez conserver votre aliment. Et ensuite vous avez tout un tas de recettes, anneaux de calamar et ananas rôti sauce à l'orange. On va essayer quand même de trouver un légume ou un fruit parce que bon, le calamar, on fait pas pousser ça dans notre potager quand même. Hop, la fève, fève fumée, fève congelée, fève séchée, fève congelée sous vide. La figue, figue séchée, figue au naturel, figue au vinaigre, vin de figue, figue au rhum, confiture de figue au citron. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt. Donc pour les prochaines vidéos, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne poste pas beaucoup, mais j'ai énormément filmé. J'ai des heures et des heures et des heures de films. J'ai plus de 3000 films et photos sur l'Écosse, sur mes vacances en Écosse. J'ai fait une visite exceptionnelle du jardin botanique d'Édimbourg. Il faut absolument que je vous partage ça. C'est absolument sublissime. Donc là, j'ai envie de faire une très jolie vidéo pour vous. J'ai aussi plein d'idées sur les vidéos pour les travaux de ma maison, étant donné que le chauffagiste est venu, il a fini son installation, ça va être le début de l'automne, on va commencer à penser à ça, donc il faut absolument que je vous fasse la vidéo sur mon chauffage. J'ai des vidéos à vous faire sur les fenêtres, les différents modes de pose des fenêtres. J'ai presque fini mon salon, il faut que je vous fasse une vidéo sur comment j'ai fait mon salon avec la pose du poster XXL sur la forêt amazonienne. Il y a pas mal de personnes qui sont inscrites sur ma chaîne pour les travaux d'aménagement de la maison et je vous parle beaucoup de potager parce que c'est la saison et parce que j'ai commencé cette série mensuelle, donc je dois m'y tenir. Dites-moi la prochaine vidéo que vous voulez voir en priorité, si c'est plutôt sur les travaux de la maison, s'il y a quelque chose qui vous intéresse en priorité ou si je vous parle de mes vacances en Écosse. Voilà, dites-moi ça et puis je vous écouterai, je ferai en fonction de la majorité. Donc, eh bien, écoutez, à très bientôt. Salut! Et on va se mettre au chaud là, hein, parce que le soleil il est un peu timide aujourd'hui. Hein. Bon, j'ai beaucoup à faire.